Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast éthique, le podcast qui fait intervenir les entrepreneurs qui entreprennent avec sens, responsabilité. Évidemment, ils font du business, ils ont des choses à vendre, mais toujours avec éthique. Sinon, je les recevrai pas dans mon podcast d'ailleurs. Aujourd'hui, je suis content de recevoir Kaba Condé, qui va nous expliquer ce qu'il fait, que j'ai connu sur LinkedIn, qui est un développeur, mais pas que. Il va nous raconter son parcours et puis après on va rentrer dans le vif du sujet sur son métier et les tendances du marché du développement full stack, entre autres. C'est ça, Kaba, comment tu vas? Je vais très bien, c'est exactement ça. Je vais très bien et toi? Écoute, ça va, moi, Kaba, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, puisqu'on s'est déjà vu, Mhm, il y a quelques temps de ça, mhm. la forme, puis je suis content de te recevoir dans le podcast. J'aimerais que tu nous racontes déjà ton petit parcours de vie un petit peu et qui tu es finalement. Qu'est-ce qui t'a amené à là où tu es aujourd'hui? Ok, ça marche. Bah, déjà, merci de m'avoir invité dans ton podcast. Plaisir. Comme tu l'as dit, bah, je suis développeur full stack. Je suis né en Guinée. J'ai grandi en Guinée et depuis mon enfance, bah, j'ai baigné un peu bah, dans les ordinateurs, notamment par le biais de mon père, qui était, bah, lui, vraiment passionné par les ordinateurs. Laquelle Guinée? Parce qu'il y a plusieurs Guinées. En fait, c'est la Guinée, bah, la République de Guinée. D'accord, ok. Donc, bah, du coup, sur mon parcours, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai commencé très rapidement à démonter, tu sais, les ordinateurs à l'enfance, à installer les ordis, à installer des logiciels et tout, et même à apprendre la dactylographie. Et par rapport à ça, en fait, comment c'est venu, c'est par rapport à une série que je regardais beaucoup, qui s'appelle bah, 24 heures chrono, je pense que Ah, certains bien doivent sûr. connaître. Jack Bauer, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc il y avait une dame qui s'appelait, bah, un personnage en fait, on va le dire comme ça, qui s'appelait Chloé O'Brien. Et bah c'est à travers ce personnage que j'ai eu des inspirations par rapport au fait qu'elle tapait elle tapait rapidement sur le clavier pour rechercher des suspects et tout ça. Donc ça m'a projeté. Et je me suis dit bah j'aimerais bien faire comme elle. À ce moment, bien sûr, j'avais pas vraiment de vision sur en tout cas sur ce que la vie d'un informaticien pratiquement, mais j'avais cette vision-là. Et donc, bah, par rapport à ça, je me suis lancé à apprendre justement la dactylographie, notamment pour les gens qui connaissent les logiciels comme TapTouche et tout ça. Et T'arrives quand en France? En quelle année t'arrives en France? j'arrive en France en 2015. Mais justement, je vais en venir. Vas-y. Mais justement, avant ça, pour revenir sur mon parcours en Guinée, bah, j'ai fait toute ma scolarité jusqu'à l'université. Ensuite, bah, j'ai décidé de venir approfondir justement mes études en France. Et pour l'anecdote, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris en première année. Et les responsables en fait les responsables de l'école, ils m'ont demandé à ce que bah, ils m'ont demandé pourquoi je reprenais en fait en première année vu que j'avais tout ce parcours-là. Bah, moi, j'ai dit tout simplement parce que c'est ce qui était prévu, quoi. Non, t'avais envie Et de tout recommencer. ouais, ça va, c'est ça en fait. Je suis parti sur cette idée où je me suis dit bah je vais partir sur une formation plus axé sur l'informatique parce que moi, ce que j'avais fait, c'était beaucoup la partie informatique de gestion, ce qu'on appelle MIAGE, méthode informatique appliquée à la gestion des entreprises. Ouais. Et c'était beaucoup plus de comptabilité, de statistiques, voilà, il y avait une partie un peu gestion que j'ai eu à faire. Donc moi, ce que je voulais au final, après mon parcours, c'était d'approfondir vraiment, quoi. Et c'est là où je suis arrivé en France en 2015 pour approfondir ça. Donc j'ai repris en première année. Mais ce qu'on m'avait quand même proposé, c'était, bah, on m'a proposé une formation particulière où, en fait, la formation, elle s'appelle Cursus Master Ingénierie. C'est une formation où on ajoute des cours en plus et bah, on fait des stages dès la première année, quoi. Et justement, par rapport à ce stage-là, bah, moi, j'ai eu à faire un stage en immersion en entreprise. Mais avant ça, les recherches étaient hyper rudes et tout. Et, euh, et du coup, bah, ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai utilisé, justement pour l'anecdote, j'ai utilisé notamment bah, des outils comme Mapi pour aller un peu rechercher les entreprises comme ça Ouais. et savoir en fait quelles sont les entreprises qui correspondent à ce que moi je veux et à ce que eux ils recherchent.
Donc, j'ai trouvé comme ça par le biais de Mappy, une entreprise à Orléans, et c'est là où j'ai commencé justement à travailler sur la partie développement web, quoi. Donc, Orléans, première finalement, boîte à Orléans, tu bosses chez qui? C'est qui ta première boîte? ma première boîte, c'est The Company. D'accord. C'est ça. Donc, je bosse chez eux et je reviens en cours. Je fais la deuxième année. Je me rends compte qu'au final, je bosse sur un peu tous les langages et tout, que le cursus que j'ai suivi, c'est un cursus qui est intéressant, mais qui finalement ne me correspond pas. Et c'est là où j'ai décidé de me spécialiser uniquement en web. Et c'est là où je me suis inscrit justement dans une autre formation spécifique web et j'ai continué comme ça en alternance, en CDI, ensuite en freelance. Tu te définis comment, toi, aujourd'hui? C'est quoi ton expertise? Mon expertise aujourd'hui, c'est sur du PHP. Bien sûr, vu que le PHP est beaucoup utilisé pour la partie back-end, je m'intéresse aussi à tout ce qui est React et Vue.js pour la partie front-end, quoi. Donc aujourd'hui, c'est plutôt PHP et React et Vue en front-end. Ok. Et tu bosses où aujourd'hui? À ton compte déjà ou... Aujourd'hui, je suis freelance. Je bosse pour une entreprise qui est basée à Strasbourg. Euh, voilà, je bosse sur un sujet de refonte d'application métier. C'est un CRM connecté à des outils métiers en interne. Mhm. Voilà, en fait, ils ont voulu faire une refonte de cette application et notamment développer une partie application mobile. Et c'est là aussi, justement, je fais du React Native pour justement la partie mobile. T'es en distanciel ou tu vas là-bas aussi? Je suis en distanciel pour la plupart D'accord. du temps, donc on va dire comme ça. Je suis allé une seule fois au bureau, les premières fois pour rencontrer du monde, voir des gens et tout, mais c'était la seule fois. Ça, c'est cool, ça. C'est un des avantages de ton métier, d'ailleurs, le télétravail depuis le Covid, hein. Surtout depuis C'est le ça. Covid. Exactement. Depuis 2020, j'ai commencé à travailler dans une boîte Legal Tech justement, elle développe un peu des applications pour les avocats. Et les avocats, justement, ils rentraient dans le Covid, ils avaient besoin de ce type d'application. Donc, j'ai rejoint une entreprise pour développer des outils pour les aider à travailler pendant le Covid. Et depuis ce temps, en tout cas, je suis en télétravail, à la fois dans cette entreprise et dans toutes les entreprises que j'ai rencontrées, quoi. Ça te va si on te définit comme un développeur full stack pour la suite de l'interview? Oui, ça me va. Ça, je dis pas de bêtises, hein. Ouais, c'est ça. Euh, c'est quoi un bon développeur full stack aujourd'hui? Un bon développeur full stack. Aujourd'hui, c'est une personne qui va être capable à la fois de travailler sur la partie back-end, sur la partie front-end, mais pas que. C'est quelqu'un qui va aussi réfléchir à la partie produit. C'est quelqu'un qui va pouvoir challenger les décisions techniques et les décisions business aussi en entreprise et décider de prendre des orientations ou pas, quoi. Donc, c'est ça pour moi un développeur full stack. Quelqu'un qui utilise les outils au service des besoins de l'entreprise, quoi. Ouais, donc un vrai partenaire produit pour le métier. T'es pas, c'est fini cette posture du développeur. On lui donne des grosses spécifications et puis il développe et il pose pas de questions. Toi, tu challenges finalement les besoins que les métiers te ramènent. C'est ça. En fait, quand justement j'ai des besoins qui sont exprimés, que ce soit pour intégrer les équipes, pour aller bosser avec elles directement dans les entreprises ou des personnes qui me contactent sur LinkedIn pour bosser sur leurs projets, moi, ce que je fais, c'est d'échanger avec elles, les challenger sur, OK, c'est quoi le besoin qu'ils veulent résoudre, qu'est-ce qu'ils veulent atteindre, c'est quoi les chiffres d'affaires qu'ils veulent atteindre. Donc, en fonction de la personne qui est en face, j'adapte mes questions et le but, c'est pas de poser un piège ou quoi que ce soit, c'est de comprendre en fait qu'est-ce que la personne veut accomplir. Et moi, derrière, ça me permet d'adapter justement mon offre, en fait, de dire, OK, une personne qui a peut-être besoin que j'intègre son équipe, je sais que là, je vais devoir intégrer l'équipe. Je propose ce service-là. Ou alors, c'est un projet sur lequel on peut travailler de façon asynchrone. Et là, je propose ce service. Donc, c'est aussi dans cette écoute, quoi. Et t'es chaud, toi, pour prendre plusieurs projets en parallèle, ou quand tu bosses avec un client, c'est juste un client? Parce que finalement, derrière, c'est quoi? Tu fais du site web.
En fait, moi, ce que je fais des applications métiers, des applications type CRM, Ah ouais, type SaaS pour les entreprises. Elles veulent, les entreprises qui veulent proposer des services B2B ou des services B2C, en tout cas sous forme de logiciel, c'est ce que je développe. Maintenant, qu'est-ce qui me tu... permet, ouais, Ouais, par rapport vas-y. à ta question justement, ce qui me permet de bosser sur des projets, c'est par rapport à ce que je propose, notamment j'en parle sur LinkedIn, c'est des MVP. C'est-à-dire que quand un client vient me voir, on va, à travers justement les échanges qu'on va avoir, on va filtrer les besoins. On va dire, OK, on va pas partir sur toutes les fonctionnalités, on va partir sur les fonctionnalités sans lesquelles l'application n'a aucune raison d'exister. Et une fois que ça c'est défini, on peut réaliser ces fonctionnalités-là, soit en 4 semaines, en 5 semaines ou en 6 semaines. Et en fait, ça permet de bosser comme ça sur des jalons, lot par lot, et comme ça, on délivre de la valeur, on teste. Si c'est pour tester un marché, on teste le marché. Si c'est pour une fonctionnalité que le client avait demandé, qu'elle veut tester dans son entreprise, elle teste comme ça et puis ça se déroule. Donc, ça me permet en fait comme ça de bosser sur des projets sans forcément les empiler ou quoi que ce soit. Et après, effectivement, si j'ai de la charge, que j'ai des demandes, soit je mets en attente, soit je demande des renforts, quoi. MVP pour tout le monde, redis ça veut dire quoi MVP? MVP, c'est Minimum Viable Product. C'est Donc c'est une tout version utilisable, c'est une version utilisable du produit final. c'est ça. C'est la version en fait qui va te montrer que ton idée, la promesse que tu veux résoudre pour ton client, elle est valide. En tout cas, les fonctionnalités que tu vas intégrer dans ton MVP vont te permettre de valider cette hypothèse-là, ou alors même pour toi en fait, parce que parfois les personnes qui viennent me voir, elles veulent développer des applications pour elles-mêmes. Et du coup, ça fait que ces applications-là, on va voir qu'est-ce qui est utile pour ces personnes-là au final. Quel est leur point de douleur en fait. Qu'est-ce qu'elles veulent résoudre. Donc, parfois, ce qui m'arrive en fait, et c'est là où le rôle du développeur full stack, j'utilise des outils open source que j'installe pour les clients et ça fonctionne très bien. Et dans ces cas, tu n'as pas besoin de forcément développer, de dérouler toute une armada de logiciels ou Ouais, quoi. Tu poses des fonctionnalités, en fait, tu poses juste des applications qui existent déjà, qui ont des fonctionnalités que les clients demandent et ça fonctionne très bien. je vois. Donc, mais des sites web, tu fais pas de site web. Je fais pas de site web. En général, si j'ai des demandes de site web, notamment pour le grand public, je préfère déléguer ça dans mon réseau à des personnes qui font ça à plein temps. Moi, c'est plutôt vraiment côté application métier que les entreprises utilisent, quoi. Toi, t'as combien d'années d'expérience, Kaba, dans ton métier? Moi, j'ai 8 ans d'expérience dans le développement web, dans le développement d'applications mobiles. Et un freelance comme toi, il se fait combien à peu près en TJM? Bah, TJM, je précise pour tout le monde, c'est le taux journalier moyen ou le Ouais. tarif journalier moyen, je sais plus. En gros, Mhm. c'est ce que facture un consultant indépendant par jour en hors taxe. On est dans les combien pour un profil comme toi? Pour un profil comme moi, ça va dépendre du marché. En fonction de l'année, en fonction du marché et tout, tu as des fluctuations. Mais en général, la manière dont je me positionne, c'est minimum 500 euros par jour. Euh, et après, ça va dépendre des besoins du client, on s'adapte. Parfois, on prend moins, parfois, on prend plus. Voilà, Ouais. Donc 500 euros, hein, pour que les gens comprennent bien, c'est du 10 000 euros, 10 un peu plus de chiffre d'affaires mensuel. c'est ça. Donc voilà, on est sur des revenus nets plutôt intéressants. Ça Mhm, dépend, c'est des choses que j'aborde aussi moi de mon côté dans mes coachings, hein, sur l'optimisation, le choix du statut, tout ça. Mais pour donner une idée, on est à 5 000, 6 000, 7 000 euros net par mois en fonction du statut qu'on choisit. C'est une petite mhm, parenthèse, mais c'est intéressant que ceux qui veulent le devenir puissent avoir une idée de ce que ça peut rapporter mhm. finalement. Euh, Comment on fait, toi, pour faire appel à tes services? Comment on te trouve aujourd'hui, si on a envie de te contacter? Aujourd'hui, mon canal principal de communication, c'est LinkedIn. C'est là où je partage justement sur tout ce qui est MVP, tout ce qui est SaaS, tout ce qui est problématique que les personnes rencontrent, les pièges dans lesquels elles peuvent tomber. Et c'est à travers LinkedIn qu'on peut me contacter. D'accord. Et t'as dit quand t'avais une charge de travail qui était trop importante, Mhm. t'hésitais pas à te faire accompagner, à déléguer, donc tu t'appuies sur un réseau de professionnels aussi. C'est ça.
En fait, avec mon parcours, j'ai eu d'autres personnes comme moi qui se sont lancées en freelance, des personnes que je connais bien, parfois même certaines personnes qui sont en CDI, hein, qui sont très bien. Et, euh, et du coup, bah, quand j'ai de la charge ou que j'ai des demandes particulières ou ouais, c'est ça, des demandes sur des technos spécifiques, bah, je n'hésite pas en fait à leur faire appel pour traiter ces besoins-là. Et en général, bah, j'échange bien avec le client pour lui dire comment on va fonctionner. Mais toi, tes clients cibles, c'est quand même des sociétés d'une certaine taille quand même, en Oui, général, puisque c'est du progiciel que tu installes. Bon, ouais. quand on dit certaine taille, j'imagine, ça, c'est quoi la plus petite boîte pour laquelle tu as travaillé? Et les grosses, j'imagine, il n'y a pas de limite, c'est les plus grosses sociétés. Mhm. Bah, les plus petites structures, c'est une équipe une vingtaine de personnes, vingtaine, cinquantaine de personnes, organisées un peu en squad. Après, les grosses équipes, c'est plutôt de 100 à 250, quoi. Notamment dans les grands Ouais. groupes. En fait, c'est là où tu as la segmentation entre les grands groupes, les startups, scale-up et PME, quoi. Mais en général, c'est dans ce ordre-là. Et en fait, ce que je remarque aussi, c'est que bah, toutes les équipes que j'intègre, que ce soit en grand groupe ou en startup ou scale-up, je travaille toujours dans une équipe à taille réduite sur un scope précis. Ça fait que bah, comme ça, on sait cadrer le besoin, on sait délivrer et on peut mesurer efficacement bah, ce qu'on délivre et est-ce que ça a de l'impact ou pas. Donc en Toujours général, en, c'est quand même ouais. toujours découpé comme ça, quoi. Mm. Toujours en méthode agile, du coup. C'est ça, en méthode agile et Du Scrum. toutes les cérémonies Scrum et tout ça, exactement. Bah, D'accord. notamment, en fait, on travaille d'ailleurs avec beaucoup de chefs de projet bah, sur les fonctionnalités, le backlog, comment on l'organisait. Et c'est là où souvent bah, le développeur full stack, son rôle aussi, c'est pas juste de dire, OK, je vais coder, on me fait descendre des fonctionnalités à développer et c'est OK. C'est aussi bah, ce rôle où tu vas challenger notamment bah, le produit pour leur dire, voilà, à quoi sert justement les fonctionnalités que vous développez, c'est quoi les besoins derrière. Et parce que moi, ce que j'ai remarqué, au-delà de challenger ça, en tout cas l'impact que ça, c'est que bah, ça te permet de pas travailler la nuit sur une fonctionnalité qui finalement ne va pas sortir pour un client, tu vois. Ça te Ouais, permet comme ça de segmenter et d'être sûr que bah, les fonctionnalités sur lesquelles tu travailles ont un vrai impact et que toi, en fait, tu passes pas juste ton temps à travailler pour rien, quoi. Même si c'est sûr qu'à la fin, on te paye, toi, tu es content pour l'argent qu'on te donne, mais il y a aussi ce sens-là que bah, ça te permet d'apporter ce sens en plus. Donc, c'est là bien aussi sûr. le rôle d'un développeur full stack. Délivrer de la valeur. Tu, Exactement. il y a un terme que j'entends souvent, le SaaS, SaaS. Tu peux Mhm. nous expliquer un petit peu le concept, c'est quoi? Le concept du SaaS, alors, c'est Software as a Service. Euh, c'est un logiciel dans lequel bah, tu as justement un besoin qui est, qui répond à une promesse et que cette application va délivrer. Et le nom là, en fait, il est beaucoup associé au modèle de facturation au final. C'est-à-dire que tu payes le service en fonction de soit ton utilisation, tu t'abonnes par mois au service et tu l'utilises. Maintenant, par rapport, moi, ce que je dis souvent, c'est que avant de penser au modèle économique, si on revient à la définition en disant software as a service, un logiciel en tant que service, bah, du coup, c'est là où tu dois développer un logiciel qui répond à un vrai besoin sans penser forcément à la partie facturation. Donc, moi, c'est plutôt comme ça, je le vois, même si globalement, en tout cas, la définition qu'on apporte, c'est plutôt associé à la facturation. D'accord. Et toi, quand tu vends finalement à un client ton offre Mhm. pour lui mettre en place une application, un logiciel, euh, comment tu fais pour rester éthique? On sait qu'il y a toujours des développeurs qui vont prendre des marges délirantes, qui vont bah, profiter du fait que le client ne soit pas technique, ne connaisse pas le temps de développement nécessaire. Comment tu t'imposes, toi, cette éthique dans ton, dans ton offre? Bah, l'éthique, là, comment j'intègre cette éthique? Bah, c'est par rapport à déjà à l'offre de service dont je t'ai parlé tout à l'heure, le MVP, que je peux développer en 5 semaines. Euh, Quand j'échange justement avec les clients, déjà la première chose, c'est de cadrer le besoin. Est-ce que le besoin il répond à une problématique ou pas? On décide de est-ce qu'on part sur un logiciel open source ou pas?
Et ça permet en fait aux clients d'économiser de l'argent, de pas se lancer dans des développements longs ou quoi. Et moi-même, ça me permet de pas me lancer sur un projet où le client ne va pas être satisfait du travail ou pas. Donc c'est là où je garde le côté éthique. C'est combien un Maintenant, MVP? Combien on doit payer pour avoir un MVP, je sais pas moi, sur un CRM par exemple? sur un CRM en général, tu peux toujours utiliser des outils open source. Donc moi, pour ça, je recommande ça. Maintenant, pour des clients qui ont besoin de personnalisation, qui ont besoin de faire des choses spécifiques, ce que moi je demande, c'est plutôt, en fait, 5 000 € pour développer une brique fonctionnelle, efficace pour une finalité donnée. Mais du coup, sur un outil sur lequel il n'y a pas d'open source, toi, cette philosophie du MVP en 5 semaines, c'est combien il faudrait payer pour 5 semaines de ton temps finalement? Mhm. Ben, pour un besoin comme ça, au final, moi, ce que je fais, et tu as parlé du côté éthique, c'est que je sais que pertinemment que pour certains clients, c'est hyper compliqué pour eux voilà, de sortir de l'argent, c'est compliqué, mais ils veulent que leur idée prenne vie et tout. Moi, ce que je propose, c'est de pas facturer forcément à l'heure en facturant un TJM comme on en avait parlé tout à l'heure quand j'intègre les équipes de développement dans les entreprises, mais c'est plutôt de les proposer un forfait à 5 000 € pour développer une brique fonctionnelle bout en bout avec des fonctionnalités utiles et essentielles. Et avant de proposer ce service-là, je m'assure de bien cadrer le besoin, de valider avec le client que c'est ce qu'elle veut, c'est ce qu'il veut en fait tout simplement, et que ça va répondre tout à fait à un besoin final. Donc pour 5 000 €, il a son outil utilisable, opérationnel. Exactement. Et c'est là encore que le développeur full stack, il a un rôle, c'est qu'il va déjà cadrer le besoin au départ, il va proposer une solution, il va déployer la solution, et après le client il est content quoi. Ça a changé quoi, l'arrivée de l'intelligence artificielle dans ta façon de travailler, toi, au Mhm, quotidien? Euh, Ça, c'est ma première question. Et mhm. est-ce que tu te sens en danger par rapport à l'intelligence artificielle? Ok. Pour la première question, moi, ce que ça a changé l'arrivée de l'intelligence artificielle, c'est que ça m'a permis en fait de déléguer certaines tâches, des tâches qui étaient chronophages. Par exemple, quand tu es sur une refacto, tu vas modifier par exemple 100 fichiers. Et tu sais pertinemment que ce que tu modifies, ça a un impact. Ce que tu modifies, ça doit être fait, mais ça n'a pas trop d'impact immédiat en fait. Et donc, en fait, l'intelligence artificielle, ce que ça va te permettre de faire, c'est de modifier, par exemple, de poser une règle, de dire, OK, je vais utiliser cette règle-là pour aller modifier euh, bah, 100 fichiers en 5 minutes, quoi. Ce qui aurait été chronophage si je devais le faire à la main. Maintenant, est-ce que je me sens en danger par rapport à ça? Là, encore une fois, c'est ce que j'aime bien dans le web et c'est pourquoi j'ai choisi ça. C'est qu'en fait, on est dans un métier qui évolue beaucoup, où on doit constamment se former, on doit constamment se réinventer. Et c'est là où, il y a deux façons en tout cas, moi, je ne me sens pas en danger. Et par rapport à deux choses, la première, c'est ce que j'ai répondu, le fait de l'utiliser au quotidien sur mes outils pour satisfaire mes clients. Et la deuxième partie, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent intégrer justement l'IA dans leur application. Et donc, ce que je fais aussi, c'est de me former en fait aux nouvelles méthodes d'intégration de l'IA dans les applications, pas juste en faisant des appels API pour récupérer des data, mais avec une vraie méthode, une vraie démarche AI engineer pour éviter notamment des hallucinations. Parfois, on pose une question à l'IA, ça répond pas correctement. Parfois, c'est pas, parfois, ça marche au début et après, ça marche plus. Ouais. Donc, en fait, tous ces besoins-là, finalement, c'est des besoins que les entreprises demandent aujourd'hui, notamment dans la legal tech. Il y a des enjeux aussi de sécurité, être capable de déployer, par exemple, de l'IA en local, sans que les données n'aillent chez OpenAI, par exemple, si je prends ChatGPT. Mais en tout cas, tous ces enjeux-là, il y a beaucoup d'enjeux autour de l'IA, où finalement, en tant que développeur, en fait, on a un gros levier derrière d'utiliser l'IA pour notre productivité, mais aussi intégrer l'IA dans des applications, dans des entreprises, pour servir leurs besoins et tout. Et c'est là d'ailleurs que ça aussi, c'est un autre challenge, c'est que les clients parfois qui viennent me voir, ils vont dire, ouais, moi j'ai vu que il y a des gens qui ont intégré l'IA dans leur application, moi aussi je voudrais faire pareil. En fait, c'est là où
le rôle du développeur orienté produit, il reprend la main en fait en disant, OK, à quoi ça va servir en fait d'utiliser l'IA dans ton application? Peut-être que tu as juste besoin d'un outil encore open source en fait, tout simplement. Et c'est là où on reprend la main pour rechallenger et tout. Et donc, bah, moi, je m'éclate en fait à recadrer, à orienter mes clients et je suis très content. Limite qu'ils aient pas forcément signé avec moi, mais qu'ils soient contents d'être orientés bien et tout. Et souvent, ce qui se passe, c'est que bah, ces mêmes clients soit me recommandent ou alors bah, on travaille ensemble sur d'autres projets, quoi. Parce que bah, je garde vraiment ce côté éthique, ce côté orienté produit, orienté besoin final, quoi. Le dernier client de petite taille, on va dire, PME, start-up, pour qui tu Mhm. as travaillé, t'as fait quoi pour lui? Qu'est-ce que tu lui as mis en place? Pour le dernier client que j'ai eu, j'ai fait, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est par rapport, j'ai fait de la refonte d'application. Ils avaient un SI existant avec un logiciel vieillissant. Et donc, ce que j'ai fait, bah, c'est d'arriver dans l'équipe, poser justement des règles métiers pour, pas forcément poser des règles métiers, mais poser un cadre de travail pour pouvoir justement moderniser l'application, que ce soit mobile et web. Combien de temps ce projet? Ça a duré combien de temps? C'est fini? Oui, ce projet, là, il est fini, il vient de finir là. En fait, ça a duré 7 mois, quoi. D'accord. Et Hmm. alors, client content? Client content. D'accord. Et c'est quoi les principales erreurs que tu rencontres le plus souvent, toi, chez, euh, chez les porteurs de projets? Bah, chez les porteurs de projets en général, bah, ce que je rencontre, c'est que c'est des personnes qui vont vouloir en fait partir sur une idée géniale, quelque chose de bah, qu'ils ont eu comme ça en disant ouais, mon idée va être révolutionnaire et tout. Et bah, ça, c'est l'erreur numéro une que je rencontre beaucoup. C'est de dire, OK, je vais directement me lancer dans le développement. Je vais limite, bah, pour les personnes qui ont du budget et tout, qui ont beaucoup d'argent, on va dire, elles vont recruter des équipes, elles vont se lancer dans du développement et tout, sans valider que le besoin, en tout cas l'idée qu'elles ont vraiment eue là, a un impact réel, va être vraiment utile, quoi. Donc ça, c'est l'erreur que je rencontre. Et, euh, et du coup, moi, ce que je dis souvent, c'est que il faut pas être enthousiaste, trop enthousiaste sur son idée. Il faut aller voir est-ce qu'on résout une promesse, est-ce qu'on résout une problématique et définir une promesse autour de ça pour aller développer justement un MVP dans un premier temps. Ensuite, faire valider ce MVP. Ensuite, euh, voir est-ce on continue à évoluer sur l'idée ou pas. D'accord. Donc on commence de façon raisonnable avec un MVP Mhm. avant de vouloir devenir le plus grand projet, la plus grande solution informatique qui Exactement. existe. Mhm. Tu nous as pas parlé de ton passage du salariat au freelance. Mhm. Ça s'est fait en quelle année? Pourquoi tu as eu ce déclic? Et est-ce que tu as des regrets ou au contraire? Alors, sur ce passage-là, je suis passé freelance l'année dernière. Euh, c'était fin de l'année dernière et en fait, bah, ça s'est très bien passé. On va dire que entre guillemets, je me suis lancé en un moment favorable pour moi, c'est-à-dire qu'un moment où j'ai de l'expérience sur le terrain, j'ai de l'expertise que je peux vendre aux entreprises. Tu avais 7 ans d'expérience du coup, au moment C'est où tu ça, passes. Ouais, exactement. c'est J'avais bien, 7 ans c'est d'expérience. bien. Voilà. Et du coup, bah, en fait, tu te lances sur le marché du freelancing. Au final, c'est toi qui reçois des propositions pour intégrer les équipes et tout, quoi. Notamment parce que bah, le marché est en tension et tout. Là où c'est un peu compliqué, c'est si tu n'arrives pas vraiment à toi te positionner, c'est-à-dire que si tu n'arrives pas à améliorer tes présences sur les réseaux sociaux, si tu n'arrives pas à cibler la bonne clientèle et tout ça. Donc en fait, ça c'est tout un travail de positionnement et je pense que c'est ce que tu partages aussi avec les freelances. Ouais, Euh, absolument. Ouais. voilà. Donc pour moi de mon côté, ça s'est passé comme ça. Après, ce n'était pas forcément rose, ce n'était pas forcément simple dans la mesure où bah, j'ai eu à faire des concessions, notamment sur la première mission que j'avais eue. J'étais sur un TJ de 400 par jour. Et Mhm. donc, bah, j'ai accepté la mission. Et après, bah, je me suis engagé. Ensuite, j'ai eu d'autres propositions par rapport à d'autres propositions sur le marché où j'étais beaucoup plus valorisé.
Et c'est là où j'ai eu un pouvoir de négociation un peu élevé, où je me suis positionné, quoi. Et donc, T'as de mon bien côté, raison. ça n'a pas été vraiment compliqué par rapport à ça, ou par rapport au fait que je me suis adapté, en fait, au terrain, et que je suis allé comme ça au fur et à mesure. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui j'ai des regrets ou pas? Bah, le temps nous le dira. Pour le moment, je suis un jeune freelance, donc je continue dans cette démarche-là. D'accord. Plus tard, peut-être des projets pour ton pays d'origine, pour la Guinée, envie de faire des choses là-bas? Oui, bah là, j'ai déjà commencé, j'ai créé une Ah, entreprise. Ouais. J'ai vas-y, créé, raconte. ouais, j'ai créé une entreprise avec justement des amis, un, un, un groupe d'amis que j'avais justement depuis le lycée. On est tous en France ici, mais du coup, on est deux en France et on a une personne en Guinée. Et on a créé une entreprise justement pour aider la transformation numérique des entreprises en Guinée. Donc ça, c'est une entreprise qu'on a créée, où on a déjà commencé à accompagner certaines entreprises et même des personnes qui nous contactent de la France pour travailler sur leurs projets d'envergure, quoi. Donc ça, c'est un projet sur lequel on travaille, qu'on est en train de développer. Et puis, bah, ce que j'ai fait aussi, c'est j'ai développé une application qui s'appelle Exam 224. C'est une application, en fait, qui propose des anciens sujets d'examen et leurs corrigés aux étudiants. Parce que moi-même, je, Génial ça. j'avais, ouais. Donc, en fait, moi-même, j'avais ces problématiques-là et tout, de devoir chercher des sujets, les mettre à jour et tout, les anciens sujets notamment. Et même les corriger, c'était un peu éparpillé. Et donc, bah, j'ai développé une solution qui est aujourd'hui, qui fonctionne, qui est du coup sous le modèle SaaS, bah, il y a une partie Comment, sujet allez de, où, on la trouve où cette solution? Elle est accessible? elle est accessible, elle est en ligne, elle s'appelle exam224.com. Donc, exam224.com. c'est ça. 224, c'est le D'accord. code du pays, quoi. Donc c'est pour les étudiants en Guinée. Exactement. Eh ben, c'est bien, tu vois, ça c'est éthique ça. Ouais, ça, c'est des projets que je porte, du coup, que j'ai eu à faire et qui aident beaucoup, beaucoup de personnes aujourd'hui, quoi. Ah, c'est chouette. T'oublies pas par où t'es passé, d'où tu viens, et tu files un coup de main aux plus jeunes étudiants. C'est ça. Si tu, toi, ta conviction, quand on lance un produit, quand on lance Mhm. son premier produit, ce serait quoi un peu ta principale valeur ou ta principale conviction que tu aimerais transmettre à quelqu'un qui aimerait démarrer et lancer un nouveau produit? La conviction que je pourrais transmettre à une personne, ce serait de se focaliser beaucoup sur la promesse qu'elle a, le problème qu'elle résout, et en fait, ouais, c'est ça, en fait, de tout simplement se focaliser sur la Répondre à un promesse, problème. répondre à un problème. Ça peut être un D'accord. désir ou ça peut être un désir ou une douleur, mais répondre à ça de façon chirurgicale, quoi. Ouais, c'est clair. Moi aussi, dans mon business, je pense toujours comme ça. Par Mhm, exemple, quand je fais le coaching pour freelance, bah, concrètement, je sais qu'il y a des salariés dans les ESN, au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils en ont marre parce que l'évolution, elle est pas là, et puis surtout, ils entendent parler du freelancing. mhm, Donc, ils savent qu'il y a d'autres possibilités de vendre ses compétences, son savoir-faire. Et moi, je sais que eux, ils ont ce besoin. Ils sont perdus, ils mhm. ont entendu parler, ils ont envie, mais ils savent pas trop comment faire. Et c'est là que moi, je leur apporte des solutions à travers mes coachings. Oui. Donc, ouais, en business, il faut toujours penser comme ça. À quelle douleur ou à quelle problématique est-ce qu'on vient répondre finalement? Mais on sent que tu te définis vraiment pas comme un simple développeur. Mhm, T'as, t'as vraiment ce souci de comprendre le besoin du client, le- de l'aider à définir son produit pour avoir un produit de qualité. Finalement, quand tu arrives dans des grands groupes, j'imagine en Scrum, la Scrum, pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas, c'est la grande méthodologie agile qui est le plus utilisée aujourd'hui dans les projets informatiques. Il y a des développeurs, il y a des product owners, des Scrum Masters. Euh, Est-ce que t'empiètes pas un petit peu parfois finalement sur le rôle d'un product owner ou d'un product manager? C'est une question qu'on me pose souvent, mais
je n'empiète pas du tout parce que moi, toutes les questions que je fais, en fait, euh, je les pose pour pouvoir répondre, retranscrire ça dans le code, retranscrire ça dans une solution. Finalement, en fait, quand tu es un développeur où tu as ces affinités-là, ça te permet de facilement communiquer avec les product owners, les product managers. Alors que si tu n'as pas cette vision-là, parfois, en fait, il peut arriver que nous, on challenge les product owners, mais comme ils sont formés à ça, comme ils connaissent la valeur de ça, en fait, bah, eux, ça passe bien. Si le développeur, il ne connaît pas, il n'a pas cette affinité-là, bah, parfois, ça peut être perçu comme une façon de te téléguider ou de te contrôler et tout. Alors qu'en fait, on veut tous challenger, en fait, les besoins finaux, savoir ce qu'on fait, pour quels besoins et qu'est-ce que ça résout. Donc ça, mon rôle là, au final, en fait, il facilite la communication avec les product owners et les product managers. Et sur ton projet actuel, là, vous Mhm. êtes une équipe de combien de développeurs? On est une équipe de 5 développeurs dans une squad. Il y a plusieurs squads, mais D'accord. voilà, moi je suis dans une squad de 5 développeurs. Ça veut dire que ça bosse en safe, au plus haut niveau? Non, ça bosse, on communique quand même, c'est-à-dire qu'il y a des PM, on a un product D'accord. owner dans notre équipe, il y a des Mais PM. il y a pas une méthode au safe derrière, non? Si vous êtes que sur du Scrum, On est sur du Scrum. d'accord. C'est pas organisé en safe. Non. Et d'accord. Donc 5 développeurs dans ton équipe. Mhm. D'accord. Vous faites du poker planning, t-shirt sizing, ce genre de choses. Tu veux nous C'est dire deux ça. mots là-dessus, ça peut être intéressant. Mhm. Vous faites des poker planning par exemple? Oui, c'est ça, on fait des poker planning, des rétros. Explique un peu pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi un poker planning? Bah, les poker planning, c'est une cérémonie agile, en fait, Scrum, où tu vas estimer les tickets. Et chaque personne dans l'équipe va estimer à combien de temps on va prendre un ticket, la difficulté. C'est pas forcément le temps en soi, on cherche à avoir une vélocité. On va faire une estimation en faisant du sizing, comme tu l'as dit, en taille de t-shirt S, M ou L. Et on va définir comme ça, en fait, la difficulté, le temps de réalisation global par rapport à nous, comment on le pense, par rapport à ces sizing-là. On va l'estimer et en fait, on va faire un ratio global avec les équipes pour définir bah, quel est le sizing qu'on met sur chaque fonctionnalité. Voilà. Ouais. Et c'est ce qui vous permet de dire, ben, après ça va être long d'expliquer le Scrum ici, hein, mais voilà, juste pour donner un peu de culture générale à tout le monde, c'est quand on fait du Scrum, on travaille sur ce qu'on appelle des sprints. Donc généralement, c'est des sprints de 2 semaines. Un sprint, c'est un cycle. Et Mhm, donc, bah, l'équipe de dev, elle est garante de dire, sur ce sprint de 2 semaines, on est capable de prendre tant de user stories. Les user stories, c'est des petites fonctionnalités. mhm, Et justement, pour être capable de dire, on va prendre tant de user stories, eh ben, c'est lors du poker planning qu'ils vont les estimer. Donc, mhm, ils vont dire, on peut en prendre 8, 9, 10 pour le sprint, j'en sais rien. mhm. Et C'est ça. voilà. Et en méthode agile, on est vraiment dans une souplesse. Ils vont essayer de les faire les 10. S'ils y arrivent pas, ils expliqueront pourquoi. Et ça repartira généralement sur le sprint d'après. Et on Mhm, délivre comme ça. Donc, soit à chaque sprint, on délivre, soit tous les 2 sprints. Et on délivre de la valeur, contrairement aux anciens projets classiques où on venait délivrer qu'à la toute fin du projet, des projets qui peuvent durer 1 an, 2 ans. Là, non. Ce que tu expliques très bien, c'est qu'avec tes clients, tu es capable de délivrer déjà des fonctionnalités au bout d'un mois, et puis ainsi de suite. Au bout de tous les C'est mois, par ça. exemple, délivrer de la valeur. C'est Donc ça. voilà, ça c'était un peu de culture à ceux qui nous écoutent, c'est important aussi, Ouais. D'ailleurs, si je peux ajouter un élément à ça, bien sûr. tu vois, moi, dans ma méthode, ce que je recommande beaucoup aux entreprises, c'est de commencer contre-intuitivement, en fait, à déployer l'application. C'est-à-dire qu'au départ, on va pas attendre de tout développer pour déployer. Au début, on va déployer une application vierge, ou en tout cas avoir une version déployée en ligne. Si l'application, elle existe déjà, en fait, on va s'assurer que l'application peut être déployée rapidement. Donc, ça fait qu'en fait, quand on développe des fonctionnalités, on les déploie aussi rapidement que possible. Comme ça, bah, en fait, les utilisateurs finaux peuvent directement tester, valider et faire des retours et après on repart. Donc ça, c'est ce que je mets en place à la fois en tout cas, dans les équipes où j'interviens dans les entreprises. C'est pas forcément le rôle que j'ai. C'est plutôt les équipes DevOps et tout ça. En tout cas, il y a des équipes là-dessus, mais je sensibilise quand même à ça pour que, bah, du coup, les développements puissent être fluidifiés, qu'on ait les retours le plus rapidement possible.
Maintenant, avec mes clients que j'ai pour développer des MVP ou des SaaS, bah, moi, ce que je fais, justement, je mets directement l'application en ligne et dès que je développe une fonctionnalité, je l'envoie et le client, il va voir et il fait des retours rapidement, quoi. Mais est-ce que tu penses que cette méthode agile de Mhm, livraison comme ça régulière, est-ce que c'est adapté à tout type de solution? Est-ce que mhm. ça marche pour toutes les solutions? Tu vois, on parle d'un CRM par exemple. Je parle d'un CRM parce que je connais un peu. Ouais. Euh, Concrètement, on va même dire 2 sprints. Au bout de 2 sprints, au bout d'1 mois, Mhm. pour les utilisateurs finaux, t'es pas capable de délivrer une solution qui fonctionne sur un CRM. T'es capable, à ton sens? Oui. Ou parfois il faut pouvoir dire, bah, vous aurez la première version au bout de 4 mois, 5 mois. Ouais. En général, il faut pas. En général, si la première version sort au bout de 4 mois, c'est que c'est pas bon signe. En fait, c'est parce que du coup, on n'a pas su bien découper les scopes, on n'a pas su bien prioriser toute la chefferie, projet, tout ce qui est avant n'a pas été bien fait. En général, on sait que le besoin qu'on veut résoudre, il est normalement, en tout cas, il est assez ciblé, il est assez identifié. Et donc, une fois qu'on a identifié ça, comme je disais, tout part du besoin final. On part de ça, en fait, on descend. Dans un CRM, on va prendre un exemple. Dans un CRM, je veux pouvoir ajouter des utilisateurs ou des prospects ou des clients. Voilà. Cette fonctionnalité, c'est pas une fonctionnalité qui prend 4 mois. C'est une fonctionnalité qui prend normalement une semaine. En tout cas, en fonction des équipes, de la charge et tout, des technos utilisés, des contraintes qu'il y a, sur une semaine, on est capable quand même de délivrer cette fonctionnalité d'ajout de prospects ou de clients dans un CRM. Parce que un CRM sans utilisateur, sans prospect, sans client, finalement, ça n'a pas de sens, quoi. Donc, typiquement, c'est là, ça répond à la question de quelle est la fonctionnalité sans laquelle l'application n'a aucune raison d'exister. Et donc, cette fonctionnalité-là, on peut la déployer, ben, on peut tester que, ouais, on peut ajouter des personnes dans le CRM. Ensuite, on va dire, OK, maintenant, on veut segmenter les personnes dans Mais cette le CRM, dans fait ce CRM. de, ok, on va dire au bout de 2 semaines, ils peuvent ajouter des prospects dans le CRM, mais ça tout seul, ça donne pas un outil exploitable. C'est juste qu'ils peuvent, tu leur livres pour qu'ils testent et qu'ils valident, mais Mhm. l'outil n'est pas, entre guillemets, commercialisable ou utilisable dans toute l'entreprise à ce stade. C'est pour ça que bah, t'as des niveaux d'utilisateurs. Par exemple, moi, un client final qui vient me voir ou si je travaille dans une équipe, tu as des équipes de testeurs dans l'entreprise on va supposer que bah, c'est eux les clients finaux. Eux, ils vont tester cette partie-là. Et après, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va sortir ça par l'eau. En fait, c'est là aussi, il faut avoir la mentalité de qui est ton client, à qui tu délivres, en fait. Donc là, tu as le client final qui va utiliser l'application, tu as les testeurs dans l'entreprise et tu as, voilà, t'as les développeurs eux-mêmes qui sont sur le projet, quoi. Et donc, nous, la partie dont je te parle là, c'est, on va dire, les testeurs ou les dirigeants de l'entreprise et tout. Donc, tu vas développer cette partie-là pour que les dirigeants puissent tester et faire des retours. Parce qu'en fait, ce qui arrive souvent, c'est que parfois, le besoin, il change en cours de route. Parfois, on dit, bon, finalement, on veut plus, par exemple, on veut ajouter des prospects dans l'application, mais il y a 10 champs qu'on veut ajouter. Finalement, on veut ajouter 2 champs. Donc, si on a 2 champs ou, je caricature, mais 5 champs, 2 à 5 champs. Ouais. Et du coup, bah, en fait, ce qu'on fait, c'est que si tu délivres rapidement, ils sont capables de te faire ce retour-là, d'ajuster pour que du coup, bah, ça puisse correspondre à ce que eux, ils attendent comme besoin. Parce que eux aussi, les clients, ils ont recueilli des besoins côté client final. Donc ça, il faut que ça redescende comme ça, que le flux soit continu. Là-bas, on trouve sur LinkedIn Kaba Condé, donc je vous invite à aller suivre, à vous abonner à Kaba parce que il poste quotidiennement sur son métier, sur son expertise et c'est super intéressant pour apprendre, tout simplement. Et puis aussi le contacter et vous abonner et lui envoyer un message si vous avez des besoins. Je pense qu'il a bien expliqué ce qu'il faisait sur la mise en place de progiciels ou d'applicatifs pour votre entreprise, hein. C'est ça, Kaba? C'est ça, Donc, exactement. on te trouve sur LinkedIn. Est-ce qu'on te trouve ailleurs que sur LinkedIn? Aujourd'hui, on ne me trouve que sur LinkedIn. C'est déjà pas mal. Hmm. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire pour terminer? Je te laisse le mot de la fin. Ce que j'ai envie de dire, c'est que bah, j'invite tous les porteurs de projets à développer des produits qui ont du sens, qui sont éthiques,
qui répondent à des vrais besoins et qui changent la vie des gens, quoi, tout simplement. Ouais, c'est une belle parole pour terminer. Kaba, je te remercie. Donc encore une fois, n'hésitez pas à aller voir son profil sur LinkedIn. Il est très très bon dans ce qu'il fait et dans les applicatifs qu'il délivre. Quant à nous, c'est fini pour cet épisode. J'espère que vous avez appris pas mal de choses sur les développements et sur la méthode agile aussi, puisqu'on en a parlé pas mal. Je vous dis ciao à tous, force à tous et rendez-vous au prochain épisode. Merci Kaba. Merci, Djilali.